Dans le but d'illustrer les cours théoriques, le département des sciences de la Terre, logé à la faculté des sciences de l'Université du Burundi, a organisé du 17 au 19 octobre 2023 des travaux de terrain. Les excursions ont quadrillé la partie ouest vers l'est en passant par le centre et le nord du pays. La géomorphologie, la pédologie, la géologie des terrains superficiels, la géologie minière, l'évolution géodynamique, la pédologie, les ravinements, facteurs de minéralisation, la lithologie, la marbrerie, les 5 chutes de Carrera, kaolinite de Virgua et le massif alcalin de Matongo ont été au centre des explications par les enseignants du département. Le chef du département des sciences de la Terre, les enseignants et les étudiants nous parlent de l'intérêt académique des travaux de terrain. L'objectif général pour ces travaux de terrain, c'est pour illustrer les enseignements du second semestre pour la classe terminale de Bac 3 en sciences de la Terre. Et ces travaux de terrain regroupent les deux unités d'enseignement, à savoir l'unité de géologie minière et l'unité de la géologie des terrains superficiels. Pour l'unité de la géologie minière, nous illustrons 3 cours, 3 éléments constitutifs d'enseignement, à savoir la géochimie théorique, la métallogénie et la prospection minière. Tandis que pour la géologie des terrains superficiels, nous illustrons les éléments constitutifs d'enseignement, dont la pédologie, et la géomorphologie et la minéralogie des argiles. La géomorphologie, c'est la description des reliefs de la Terre. Alors, il nous a fallu aller sur le terrain pour montrer les différentes unités géomorphologiques qui existent au Burundi. Et sans trop tarder, je vais vous dire les différentes unités géologiques qui composent notre pays. Nous avons la plaine de Limbo, nous avons les contreforts de Migwa, nous avons les plateaux centraux et nous avons les dépressions de l'Est et les dépressions de Bugesera au nord. Alors, avec les moyens que nous disposions, nous avons pu visiter la plaine de Limbo où nous avons pris le départ. Puis nous avons visité les contreforts et nous sommes entrés dans les plateaux centraux et c'est là où nous sommes. Nous avons aussi visité hier la dépression de l'Est qu'on appelle dépression de Kumoso. Cette excursion nous apporte des avantages parce qu'on va appliquer ce qu'on a vu en classe. On va toucher par exemple les roches, les voir, les analyser, voir des types de minéralisation qui se trouvent là-dedans. Deuxième avantage, ce qu'on va visiter, le pays pour voir dans les endroits où on peut trouver ce type de minéralisation. Par exemple, on a visité le site de Ouaga, où on va exploiter, où dans le temps on exploitait le nickel. Quelles sont les caractéristiques générales des zones traversées au niveau lithologique, minéralogique, pédologique et les contraintes de non-exploration d'autres sites qui étaient sur l'agenda? On a des vallées très larges. Limbo, c'est caractérisé par ce qu'on appelle la plaine, c'est donc en fonction de la pente. Nous sommes dans le graben du Rift Est-Afrique, la partie occidentale. Au niveau de Limbo, nous avons des dépôts. La Bujumbura se trouve dans la plaine de Limbo avec des dépôts qui proviennent des différentes rivières dans les contreforts de Migwa. Et Migwa, les contreforts de Migwa sont caractérisés par une forte pente, quand même avec des repas à certains niveaux. Et les plateaux centraux, c'est caractérisé par une pente plus ou moins douce avec des collines et des vallées larges. Pour les contreforts de Migwa, vous avez des fortes pentes avec des vallées encaissées, c'est-à-dire des vallées en forme de la lettre V. Tandis que pour les plateaux centraux, nous avons des vallées très larges, comme la vallée par exemple de la Ruvubu qu'on a visité, la vallée de la Ruvironza. Chaque site a ses caractéristiques.
Par exemple, pour les gisements aurifères, le type de gisement que nous avons à Mabaye, par exemple, est différent du type de gîte aurifère que nous rencontrons dans le nord-est du pays, à Butihinda, Kamaramagambo, et dans le nord du pays. Même à l'est, à Luyigi, il y a le même type de gisement aurifère. Mais la différence, c'est que pour la partie nord-est du pays, à Kamaramagambo, l'or se trouve dans des quartzites. Et ces quartzites sont en contact avec les schistes noirs. Et l'or migre dans les fluides, dans les eaux. Ce sont des eaux hydrothermales. Et ces eaux constituent un milieu oxydant. Et si j'essaie de parler en termes chimiques, c'est un milieu oxydant. Et pour que l'or se concentre, se dépose pour former un gisement, il faut qu'il y ait un milieu réducteur. Et je viens de vous parler que la plupart de ces gisements se trouvent au niveau des contacts quartzites, schistes noirs ou philites grises. Ce sont des roches, ces schistes noirs ou philites grises, ce sont des roches qui sont riches en matière organique, ce qui constitue un milieu réducteur. Si un milieu oxydant entre en contact avec un milieu réducteur, ça occasionne le dépôt de ces minéralisations. Donc, pour rechercher ces minéralisations aurifères dans le nord-est du pays et dans d'autres localités à l'est du pays, on cherche surtout là où on peut trouver le contact entre ces quartzites qui sont faciles à se fracturer parce que pour qu'il y ait la circulation des fluides, il faut que la roche soit fracturée. Il faut qu'il y ait des failles, donc un mouvement tectonique cassante ou ductile, en termes géologiques, ductile, ce sont des plissements. Donc il faut que le milieu soit affaibli, c'est-à-dire que ça constitue une porosité élevée pour faciliter la circulation de ces fluides. Mais pour qu'il y ait le dépôt, il faut que ces fluides qui circulent dans les roches rencontrent un milieu favorable pour faire le dépôt de ces minéralisations. Tandis que le contexte géologique du nord-ouest du pays, à Mabaye, la minéralisation se trouve dans des métavolcanites. C'est un contexte différent. Mais là aussi, il y a un gisement aurifère dans des métavolcanites. Mais l'or de Mabaye, c'est un type particulier qui ne ressemble pas au type de Muyinga. Raison pour laquelle même les éléments associés avec l'or, notamment l'argent, le cuivre et le fer, on les rencontre particulièrement au nord-ouest, à Mabaye, Bukinanyana. Ce qui est différent de ce qu'on rencontre à Butihinda, où l'or se trouve associé dans des sulfures comme la pyrite et l'arsénopyrite. Le Burundi, c'est un pays où on trouve différents paysages, des formes de relief qui pourraient attirer des touristes. Car les formes de relief sont tout à fait diversifiées au Burundi. Vous partez à l'ouest, vous partez de la plaine d'Olimbo qui se trouve dans ce qu'on appelle le Graben. C'est un fossé d'effondrement où se trouve la plaine d'Olimbo et le lac Tanganyika. Qu'est-ce que nous avons là-bas? Nous avons des sols relativement jeunes qui proviennent de l'érosion des sols à partir des collines. Les matériaux ont été transportés par ruissellement jusque dans la vallée. Mais entre-temps aussi, il y a des rivières qui ont charrié des alluvions qui les ont aussi déposées dans cette plaine-là. Donc nous avons des sols d'une manière relativement jeune, mais aussi qui sont fertiles. Malheureusement, là où nous sommes passés, la zone est déjà occupée par la ville. On ne peut pas parler de sol là-bas. On tombe dans le cadre de l'urbanisme. Après la plaine, nous sommes passés par les contreforts de Mumirwa, une zone fragile, une zone qui a connu des accidents, des fractures. Et quand on regarde, on reconnaît ces fractures par des gros ravins parcourus par des rivières qui sont perpendiculaires au bord du lac. Nous avons fait l'excursion en partant de la plaine vers les plateaux, mais une fois que l'on a quitté la plaine, nous sommes arrivés sur les comptes des roches du Précambrien.
mais nous avons trouvé que ces pegmatites sont stériles, même si nous avons soupçonné avant que ce sont les roches dit qu'il y a présence d'une minéralisation. C'est à cause de leur présence qui se trouve, c'est parce qu'ils se trouvent tout près de l'intrusion, c'est pourquoi il n'y a pas de minéralisation. Mais dans d'autres endroits où il y a d'autres endroits où on peut trouver de la minéralisation, si ces roches se trouvent dans des roches qui sont éloignées de l'intrusion magmatique. Et aussi, il y a l'autre site que nous avons visité, à Ouaga. Nous avons un massif ultra basique de Ouaga. Là-bas, nous avons trouvé le gisement de nickel qui a été trouvé suite aux études qui ont été faites concernant l'exploration et l'exploitation de ce nickel. Mais pour le moment, nous avons constaté que ce nickel ne peut pas être exploité à cause de nombreux facteurs concernant l'exploitabilité. Je vais vous parler notamment des grands reliefs du Burundi. Nous avons commencé vers l'ouest, là où nous avons la plaine d'Olimbo. Et puis, nous avons monté en altitude vers les hautes montagnes qui sont les pentes des Migwa, là où on trouve des roches qui sont, qu'on dirait, des roches très anciennes du précambrien, qui contiennent quelques roches comme les pegmatites, ainsi que les orthogneiss et d'autres. Les contreforts constituent l'un des reliefs qui ont une altitude plus élevée au Burundi. C'est une chaîne de montagnes qui se délimite par la crête Congo-Nil. La crête Congo-Nil, c'est une ligne qui divise les eaux qui tombent sur le territoire du Burundi en deux parties. Il y a les eaux qui coulent vers le bassin du Congo, c'est-à-dire les eaux qui vont dans la partie ouest, et les eaux qui vont dans la partie est finissent par aller dans le bassin du Nil. Et puis, si on continue vers le centre du pays, on arrive dans les plateaux centraux. Et les plateaux centraux, c'est une vaste étendue. Donc, je dirais que la majeure partie du Burundi est constituée par ces plateaux centraux. Ce sont des petites collines associées à des vallées. Donc, on a des vallées plus, que je dirais plus larges que par rapport aux contreforts. Pour ce qui concerne les sols, dans les plateaux centraux, on trouve des sols que je dirais plus évolués, qui sont riches en kaolinite, donc ils sont faibles en matière organique. Pour ce qui concerne la lithologie, les plateaux centraux contiennent beaucoup de formations qui contiennent soit des granites, des intrusions de granit, des métasédiments, ainsi que dans les vallées, on y trouve des sédiments qui sont ici, des collines par l'érosion. Nous avons pratiquement traversé les différentes unités géomorphologiques et géologiques du pays, à commencer par la dépression ou la zone de rift dans le lac Tanganyika, où nous avons vu des dépôts très récents, du Cénozoïque, que certains disent même qu'il y a des dépôts de l'Holocène. Et nous avons essayé de montrer aux étudiants le contraste qu'il y a entre le dépôt de la plaine et le contact avec la zone des contreforts, des Mirgwa, avec la géologie qui accompagne, les dépôts sédimentaires dans la plaine et les roches de ce qu'on appelle en géologie le complexe de Buhonga, dans lequel on trouve des roches gneissiques, des pegmatites. Et nous sommes allés
peut-être qu'un collègue vous a parlé des glissements de terrain que nous avons pu localiser. Et puis nous sommes remontés, nous avons traversé les contreforts et nous sommes allés sur la ligne de partage des eaux au niveau de Jenda, avec toujours des lithologies de Bujumbura vers Jenda, des lithologies essentiellement granitiques. Même à Jenda, on a vu qu'il y avait des granites. Et puis, nous avons essayé d'expliquer aux étudiants la différence au niveau relief, au niveau de la géomorphologie, entre la zone, le côté ouest du Burundi, avec la zone des contreforts, et les plateaux centraux. Les plateaux centraux dans lesquels nous avons principalement des roches, métasédimentaires, avec des intrusions granitiques dans la zone ouest du Burundi. Et nous avons traversé pratiquement la zone des plateaux. Nous avons essayé de montrer aux étudiants l'effet de la résistance des roches sur le paysage. On a essayé de montrer que la plupart des fois, les crêtes qu'on traverse, c'est constitué par une lithologie quartzitique. Les zones en dépression, des fois, sont des philites ou alors des granites. Pour le jour suivant, nous avons quitté la ville de Gitega pour aller vers le sud, pour passer dans les granites. Nous avons plusieurs générations. Au Burundi, on en avait de nombreux 6, mais maintenant on tend à les regrouper. Et nous sommes passés par Makeboko, où nous avons un granit particulier, un granit alcalin, teinté de rose, avec un feldspath rose, et qu'on retrouve non seulement à Makeboko, mais qu'on retrouve à Bukirasazi, qui continue à Buraza, et qu'on retrouve même à Mutangaro au niveau de Rutovu. Et quand on va au nord, on la retrouve aussi dans la zone de Mubuga, Mugutu. C'est toujours ce granit-là, qui est dans un couloir, dans une zone de couloir de faille. Et nous sommes arrêtés là où on va faire des marbreries. À Makeboko toujours, ensuite on va fabriquer du marbre. Nous avons continué cette fois-ci pour aller dans les formations du néoprotérozoïque. Nous sommes allés les chutes de Carrera. Les chutes de Carrera, ce sont des chutes qui sont formées dans la formation du Ngoma. Nous avons expliqué aux étudiants comment est-ce que la formation du Ngoma maintenant est considérée comme faisant partie du Burundien et non du Malagarasien. Et pour illustrer ça, nous sommes allés voir le conglomérat de base du Malagarasien en contact direct avec, qui repose sur les roches du Ngoma. Donc, en Poudingue, parce que du côté de Kamona, on avait été avant, on avait vu qu'on avait une brèche sédimentaire, mais à Carrera, on a vu que c'est vraiment un Poudingue, donc des galets bien roulés, mais cette fois-ci constitué en conglomérat. La géomorphologie et les conditions climatiques influent énormément sur les sols burundais. Et en matière de sol, nous avons d'une manière générale, ce sont des sols relativement minces, car une bonne partie de ces sols ont été entraînés dans les bas-fonds. Et ce sont des sols qu'on appelle des antisols dans la classification américaine, qu'on appelle des lithosols dans la classification ISABO. Mais malgré tout, là où on est passé, nous avons vu qu'il y avait des zones où il y avait des glissements de terrain. Là, nous trouvons ce qu'on appelle des sols alloctones. Ce sont des sols qui ont bougé suite au glissement de terrain. Après les Mirwa, nous sommes passés par le Mugamba, une région relativement froide, en hauteur, où on va trouver des sols qui appartiennent à l'ancienne forêt. La forêt ombrophile que l'on connaît qui est la Kibira, qui était région de
Teza, Bugarama, ça passait par la région de Jenda pour continuer vers le Bururi. Et là-bas, nous avons des sols relativement riches en matière organique, des sols foncés, pour ne pas dire noirs, mais des sols où la matière organique bouge moins, c'est-à-dire mal minéralisée. Et quand on regarde, c'est la zone avec des cultures de théier. Dieu merci, on a mis en valeur ce sol-là, c'est le domaine maintenant de la pomme de terre, le domaine du maïs. Et nous nous sommes arrêtés à la ligne, comment dire, de partage des eaux, tout près d'Ogenda, là où on a à l'ouest le bassin du Congo, à l'est c'est le bassin du Nil. Et nous avons continué, nous avons atterri dans la province de Mwaro, là où on se retrouve dans des plateaux centraux. Et ce qui caractérise ces régions-là, c'est un relief relativement faible. Et nous avons vu que quand même au niveau des marais, les marais, il advenait qu'il y ait même des cultures de théier, car ce sont des sols, je peux dire, riches en matière organique, mais mal minéralisés, des sols même acides, où c'est le théier qui tolère des degrés de teneur élevés en aluminium. Et nous avons continué. Nous sommes arrivés dans le Kirimiro cette fois-ci, où on est passé par le gisement d'Oaga. Je ne veux pas parler ici de minéralogie. Dans le Kirimiro, nous avons des sols relativement âgés, pour ne pas dire vieux. Nous les appelons des sols évolués, c'est-à-dire l'homme et la femme les mettent en valeur depuis des siècles. Ce sont des sols désaturés en base, parfois même avec des degrés d'acidité. Donc, pour mettre en valeur ces sols, il faut quand même les fertiliser. Il faut combattre l'acidité. Il faut, donc par le cholage, il faut aussi mettre du fumier pour pouvoir produire. Voilà. En grande partie, nous sommes arrivés dans ces plateaux centraux. On a fait quand même aussi escale dans la région de Rutana, mais c'était beaucoup plus pour voir des phénomènes géologiques tels que les chutes de Carrera. Cet éminent chercheur nous remémore les notions d'hydromorphologie chères en agriculture et transformation des tourbes, sources d'énergie. Les régions, par exemple, d'Ogenda, Gisozi, nous sommes en altitude. Les altitudes de peut-être 1900 jusqu'à 2000 mètres d'altitude, ce sont des régions froides. Là, la matière organique qui se trouve là peut se retrouver dans des situations difficiles. Prenons les marais. Au niveau des marais, par exemple, il y a des marais qui sont inondés en permanence. Et les marais qui sont inondés en permanence se trouvent des phénomènes d'hydromorphie. Et c'est le domaine des tourbes. Ce sont les fameuses tourbières. Par exemple, la tourbière de Kashiru, par exemple, là tout près de Manga, Mugongo Manga, rentre dans cette catégorie-là. Et attention, ce sont des zones quand même très utiles du point de vue de la biodiversité. Ce sont des réservoirs d'eau. On doit faire tout pour garder quand même cet environnement sain et intact. Le drainage des marais peut être à la base de la disparition de ce stock d'eau. Mais aussi, il peut y avoir un dessèchement irréversible. Et on perd l'eau et on perd même tout ce qu'il y a comme environnement. De grâce, l'idéal, ça serait quand même de protéger ces marais-là. Nous sommes passés par exemple tout près de là au pont de la Mubarazi qui sépare la commune, je pense, ça doit être Mukike et Gisozi. Nous avons pu voir des traces, vraiment un tout petit morceau de la végétation naturelle qui était là. C'était des papyrus, c'était des inkangaga. Il est resté un tout petit morceau car cet endroit était difficilement drainable et jusque maintenant ça subsiste car c'est difficile à mettre en valeur par drainage. Ça nous montre la végétation naturelle qui était là avant qu'il n'y ait l'installation des hommes et des femmes, donc avant qu'il n'y ait de grandes actions anthropiques.
Ici aussi, nous déplorons quand même, dans cette région toujours, actuellement, c'est vrai, il faut la sécurité alimentaire, mais nous voyons avec la culture de pommes de terre en extension, qui maintenant menace tout ce qu'il y avait comme champs de cactus. Les champs de cactus qui sont déracinés maintenant pour céder la place à la pomme de terre. N'oublions pas quand même l'importance aussi des arbres. On en a besoin. C'est vrai, la pomme de terre, on en a besoin. Et les eucalyptus aussi, on en a besoin pour l'environnement, la biodiversité. Il faudrait donc à ce que l'administration locale veille à ce qu'il n'y ait pas de destruction complète de ces essences-là forestières là-bas. Ces essences, je peux dire, d'eucalyptus. Ravinement et glissement de terrain observables dans les contreforts est une menace réelle, d'où il faut une anticipation. Il en est de même de la vallée kaolinite de Virgua, jadis exploitée et qui a commencé à susciter des appétits. Les menaces en termes de la vulnérabilité, les contreforts sont plus exposés à des glissements de terrain, mais aussi à des ravinements. Par exemple, quand vous quittez Bujumbura vers Igenda, au niveau de la plaine, là, on n'a pas vraiment de problèmes d'érosion, sauf des érosions autour des rivières. Bien sûr, c'est compréhensible parce que la pente est plus ou moins, la pente est faible. Tandis que pour les contreforts, nous avons des pentes très fortes avec la géologie, la lithologie et d'autres conditions qui favorisent des glissements de terrain et des érosions. Alors, les menaces, nous avons ces contreforts, des glissements de terrain qui menacent les routes, les habitations, donc ça détruit des maisons. Vous avez vu par exemple à Buhonga, on a une route qui a été effondrée. Maintenant, on est en train de réparer cette route. Et pour les ravinements, vous voyez par exemple sur le réseau, ou bien aussi de Vekanyosha, donc dans la partie du Piémont, vous avez des ravinements qui menacent les infrastructures, que ce soit les routes, les maisons, et parfois on assiste à des pertes en vie humaines liées à ces catastrophes naturelles. Je crois que maintenant les autorités ont compris, parce que je crois que ici peut-être qu'on a arrêté les travaux de construction, continuer les travaux de construction, parce que c'est une réserve minière. À Ouaga, où nous avons été, une zone minéralisée, maintenant il y a des constructions. Je ne sais pas pour quel motif on le fait, mais c'est une grande perte pour le pays, bien sûr, parce que si vous construisez sur une minéralisation connue, quand il faudra exploiter, parce qu'il y a des gens qui seront réticents, ou bien l'État va encore dépenser pour les indemnisations, alors que les gens ont construit en sachant bien que cette zone-là est minéralisée et que c'est un gisement que le Burundi pourra exploiter tôt ou tard. Les notions de géochimie, métallogénie, la prospection minière, l'exploration stratégique et tactique sont passées en revue par l'experte en gisement minier. Et ces notions, pour la géochimie, nous étudions comment la distribution des éléments se passe dans la croûte terrestre. Donc il y a des éléments qui sont très mobiles et des éléments qui sont moins mobiles, qui se concentrent non loin de la source. Et pour la géochimie, nous essayons de voir ce qu'on appelle les deux ensembles. Il y a des éléments qu'on appelle des éléments hygromagmatophiles qui migrent beaucoup, qui migrent plus loin dans les liquides minéralisateurs, et des éléments qu'on appelle compatibles qui se concentrent près de l'intrusion magmatique. Et dans le cours de métallogénie, nous illustrons exactement le type de gisement qui prennent naissance à partir de la mobilité de ces éléments. En fait, la géochimie théorique, c'est un prérequis pour la métallogénie. Donc, dans le cours de métallogénie, nous illustrons cas par cas les types de gisements liés à cette mobilité des éléments chimiques.
Et pour la prospection minière, nous donnons aux étudiants, nous montrons les techniques qui sont utilisées pour la recherche des gisements miniers. Nous essayons de montrer, il y a ce qu'on appelle de l'exploration stratégique et il y a de l'exploration tactique où nous utilisons différentes techniques pour faire la recherche de minéralisation. La formation des gisements miniers s'explique par les facteurs lithologiques et la tectonique. De plus, chaque gisement minier dispose de ses propres caractéristiques tant qu'on est au nord-est ou à l'ouest du pays, a précisé le chef du département. Il y a des contextes géologiques favorables pour chaque type de gisement. C'est-à-dire que contexte géologique, il y a la lithologie, ce qu'on appelle la lithologie. Quand je parle de lithologie, ce sont des roches. Il y a des contextes, il y a des roches qui sont favorables pour accueillir le dépôt de minéralisation. Par exemple, là où je cherche l'or, ce n'est pas un endroit où je vais chercher le nickel, par exemple. Si je cherche du nickel, je dois aller chercher où il y a des roches basiques ou ultra basiques, comme vous l'avez vu à Ouaga, le gisement que nous avons pu visiter. Donc là, il y a des roches, un type particulier de roches basiques et ultra basiques. Mais quand je cherche de l'or, je viens de vous dire qu'à Muyinga, je cherche des quartzites en contact avec les schistes noirs. Donc chaque type de gisement a un type particulier de lithologie. Et bien sûr, il y a donc les deux facteurs qui sont très importants dans la formation des minéralisations. C'est le facteur lithologique et la tectonique. Le facteur qui contrôle la fracturation de la roche ou bien le magmatisme. Parce qu'il y a des gisements qui sont associés au magma, aux intrusions magmatiques, notamment le nickel et le gisement de coltan et castérite. Ça, c'est affilié au magmatisme. Il doit y avoir un magma pour qu'il y ait ces dépôts de minéralisation. Pour le nickel, magma basique, ultra basique. Pour le coltan, castérite, il y a des granites qui sont spécialisés, ou qu'on appelle granit à étain, qui sont accompagnés par des pegmatites minéralisées en ces métaux rares comme le coltan, la castérite. Il y a aussi le lithium. Tandis que pour le magmatisme alcalin, nous allons visiter ça de retour. Nous allons visiter le massif alcalin de la Haute-Ruvubu à Kayanza. Là, je vais vous montrer. C'est un type particulier de roches qui sont riches naturellement en éléments de terre rares. Donc ça c'est un autre type de gisement qui est différent du nickel, de l'or, mais qui est typiquement associé aux roches intrusives appelées des roches alcalines. Tandis que pour l'or et les autres éléments, ça se forme dans des filons. On les appelle des gisements d'affiliation hydrothermale, parce que c'est le fluide, c'est l'eau qui circule dans des fractures, dans des ouvertures. Donc pour que ces gisements se déposent, nous devons avoir la présence des failles, la fracturation des roches et là les fluides qui montent, qui rencontrent un milieu réducteur, colmatent les fractures et ça forme des filons. Tandis que les autres, c'est un cas particulier. Donc il y a des contextes lithologiques qui doivent être là et il y a la tectonique qui contrôle le dépôt de ces minéralisations.